Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même? Réveille-toi, réveille-toi. Hey, yeah. It's time to wake up. Réveille-toi, hey. Réveille-toi. Wake up, wake up, wake up. Bienvenue dans Wake Up Conversations, une interview intimiste, humaniste où on aborde les grands mystères de la vie. Qui sommes-nous? Quel est le sens de notre existence? Avons-nous tous un destin? Je suis Anaïs Raoux, cofondatrice et CEO de Wake Up, une école où l'on accompagne les individus et les entreprises en quête de sens. La mission que nous avons avec Sébastien, Lars et Romain, mes associés, est celle de contribuer à la création d'un monde du travail plus humaniste. Alors pour cette nouvelle saison du podcast, tous les vendredis, on va parler de talent, de valeurs, de management et de nouveaux paradigmes. Parce que l'on croit profondément à l'émergence d'un monde du travail qui laisse place à l'authenticité. Où les valeurs personnelles peuvent s'aligner avec les valeurs de l'entreprise, où l'on ose être nous-mêmes et faire des choix qui résonnent avec notre moi profond. Il y a quelques mois, j'ai eu la surprise et l'immense joie de découvrir que je faisais partie du Forbes 30 Under 30 cette année. Par curiosité, j'ai regardé qui il y avait à mes côtés et j'ai retrouvé Lucie Bache, la fondatrice de Too Good To Go, l'entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Millénial, engagée, avec un job et une entreprise à mission, ça faisait beaucoup de choses en commun. Alors j'ai eu envie d'enregistrer un épisode ensemble. Avec Lucie, on parle de culture d'entreprise, de son management qu'elle aimerait encore plus libéré, d'écologie, mais aussi de sa vision sur le futur du travail. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Lucie Bache. Désolée par avance de la qualité du son qui n'est pas celle à laquelle je vous ai habituée. Donc ravie Lucie, est-ce que tu peux déjà nous raconter l'histoire qui t'a amenée à créer Too Good To Go? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis ingénieure de formation à la base et j'ai commencé ma carrière chez Nestlé. Donc c'est le géant de l'industrie agroalimentaire. Parce que j'avais toujours été passionnée par l'alimentation de manière générale. Je pense que c'est un peu le fondement de beaucoup de choses dans notre société. Et en fait, qui que tu sois, où que tu sois, t'es confronté à la nourriture tous les jours. Et donc, je me disais, en termes d'influencer, de faire changer les choses et d'avoir un impact, la nourriture, c'est vraiment un thème essentiel. Et donc, j'ai commencé ma carrière chez Nestlé en me disant, si j'arrive à faire bouger un géant comme ça, ne serait-ce que d'1%, je pourrais avoir un impact énorme sur la planète et sur le futur de nos sociétés. Et donc, j'ai commencé, j'étais dans les usines de Nestlé, j'ai fait des usines de capsules de café, de bouteilles d'eau, de Kit Kat, même de nourriture pour animaux. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte de comment est-ce qu'on produit de la nourriture aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis un peu tombée des nues, notamment sur le sujet du gaspillage alimentaire, où je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, quand on produit de la nourriture, le gaspillage alimentaire, ça fait juste partie du process de production. Et donc moi qui avais toujours été sensible au gaspillage alimentaire, mais de façon assez rationnelle, en me disant ça n'a pas de sens de jeter de la nourriture. Et donc à l'école, il y avait toujours mes amis qui m'apportaient leur yaourt périmé ou leur banane avec des petites taches noires sur la peau. En fait, là, je me suis rendu compte que c'était complètement que ça faisait partie du process et que c'était industrialisé. Et ensuite, quand j'ai commencé à regarder un peu les chiffres, que j'ai vu qu'aujourd'hui on jette 1/3 de ce qu'on produit sur la planète. Que si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre, alors qu'on est dans des problématiques de changement climatique qui sont énormes aujourd'hui. Je me suis dit, waouh, c'est juste un sujet qui est énorme, une problématique qui est colossale. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que personne n'est au courant. En fait, personne n'en parle. Et je me suis dit, il faut passer cette info aux gens, il faut remettre le sujet du gaspillage alimentaire au centre des conversations. Et il faut que les gens comprennent l'impact que eux peuvent avoir sur le gaspillage alimentaire. Parce qu'en fait, même si ce que je voyais, c'était énorme chez Nestlé, en fait, 30% du gaspillage alimentaire aujourd'hui, c'est chez le consommateur. Chez toi, chez moi, juste parce qu'on range mal notre frigo, on achète et qu'on jette, qu'on connaît pas la différence entre les différentes dates de péremption. Et donc, je me suis dit, en fait, il y a un énorme sujet à prendre. Et la beauté de tout ça, c'est que c'est très facile d'agir contre le gaspillage alimentaire. Et donc, en fait, j'ai quitté Nestlé avec l'idée de me dire, il faut construire une solution qui permet à chacun d'entre nous de s'engager concrètement au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Et d'où l'idée de l'application qui est arrivée assez vite dans ma tête, puisque je me suis dit,
en fait, tous les soirs, il y a le boulanger de quartier, le primeur, le marchand de sushi qui jette énormément de produits, alors qu'à côté de ça, on est tous en train de faire nos courses. Et donc, comment est-ce que grâce aux technologies digitales, tu connectes les gens au bon moment, au bon endroit, pour leur permettre d'agir concrètement contre des problématiques de société. Et moi, c'est vrai que j'ai été très, très inspirée par le fait qu'aujourd'hui, avec le monde du digital, tout le monde peut un peu agir à son échelle et que toutes les petites actions mises bout à bout, finalement, elles peuvent avoir un impact d'ampleur. Et c'est comme ça qu'on a lancé Too Good To Go, qui est du coup une application mobile qui permet de connecter les commerçants de quartier qui peuvent avoir des invendus, mais aussi les supermarchés, les restaurants, etc. Et toi et moi, les citoyens du quartier, qui allons payer un petit prix sur l'application et passer au moment de la fermeture, récupérer tous les produits qui seraient partis à la poubelle 10 minutes plus tard. Donc de vraiment avoir une solution gagnant-gagnant qui permet finalement d'avoir un impact. Et aujourd'hui, on a sauvé plus de 35 millions de repas dans 15 pays en Europe. Et en fait, on arrive à avoir un impact d'ampleur sur le gaspillage alimentaire. Ouais, c'est dingue. Et aujourd'hui, là, tu racontes le passage entre le moment où toi, tu étais chez Nestlé, où tu t'es rendu compte des problèmes. Et il y a eu ce moment où j'avais lu un papier sur toi ou une interview, je ne sais plus, mais où tu racontes que c'est en étant dans ce grand groupe où tu as commencé à te poser des questions aussi et à te dire ok, en fait, il faut pas que je me relance tête baissée dans quelque chose d'autre, un autre grand groupe, un autre quelque chose qui me semble facile. Mais non, il faut que je m'interroge vraiment sur ce qui m'anime, ce qui me passionne. Et j'étais curieuse de savoir quelles étaient un peu les questions que tu t'étais posées à ce moment-là, juste avant le basculement, juste avant de faire le grand saut. Ouais. Il y a eu plusieurs choses. C'est vrai qu'il y avait eu j'avais écouté je m'étais vachement intéressée à l'économie collaborative, et ce qui est top aujourd'hui, c'est que quand t'as envie de te laisser un peu t'inspirer, en ligne, t'as accès à énormément de choses. Et du coup, je me rappelle que je m'étais pris des moments où juste, tu sais, tu lis un article, il y a 3 liens dans l'article ou 3 concepts qui t'intéressent, tu vas ouvrir 3 pages de plus, et du coup, en fait, tu passes des heures à lire et à t'infuser de énormément de sujets qui sont passionnants. Et notamment, à un moment, j'étais tombée sur le discours de Steve Jobs aux étudiants de Stanford le jour de la cérémonie de remise des diplômes. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que lui, sa plus grande chance dans sa vie, c'est que très très tôt, il avait su ce qui le passionnait. Et que du coup, il avait juste mis tout son temps, toute son énergie au service de sa passion. Et sa passion, d'ailleurs, c'était le design. Et c'est pour ça qu'après, Apple s'est vraiment démarqué là-dessus. Mais et ce qu'il leur disait, en fait, il leur disait: le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est que si vous savez par quoi vous êtes passionné aujourd'hui, ne cherchez plus, mettez toute votre énergie et toute votre passion à ce service, et c'est comme ça que vous serez successful. Par contre, si vous n'êtes pas capable de dire par quoi vous êtes passionné aujourd'hui, dans ce cas-là, n'acceptez jamais de vous installer dans une vie qui se construit sans savoir quelle est votre passion. Et du coup, je me suis vraiment dit, j'avais 21 ans à l'époque, et je me suis dit mince, j'ai aucune idée de ce qui me passionne. Je savais que l'alimentation, ça avait toujours été un point qui m'intéressait dans ma vie, mais j'étais pas capable, tu vois, quand on me posait cette question, d'y répondre. Et du coup, je me suis interdit de m'installer dans mon CDI confortable avec un parcours tout tracé dans ma carrière, chez un grand groupe. Je me suis dit, il faut que j'arrête, que je prenne une pause et que je me pose les bonnes questions de qu'est-ce qui pourra me lever tous les matins, et surtout pas jamais avoir l'impression de travailler. Et c'est vrai que c'est ce que je vis chez Too Good To Go depuis 4 ans maintenant. Je me réveille jamais en me disant mince, je vais au travail, en fait. Je me réveille en me disant ce que je suis en train de faire là, je le ferai gratuitement. D'ailleurs, je l'ai fait gratuitement pendant un long moment, et quand tu es entrepreneur, ça passe aussi souvent par là. Mais tu vois, l'idée de pas avoir à échanger son temps contre de l'argent, mais au contraire d'avoir une vie. Et moi, souvent, on m'interroge sur la vie perso vs la vie pro, comment vous gérez ça. En fait, moi, je gère pas ma vie perso et ma vie pro de manière indépendante, juste je gère ma vie, et j'ai la chance de passer le plus grand nombre d'heures de ma journée sur un projet qui m'intéresse et qui me passionne, et qu'en plus, au bout de quelques années, ce projet me permet aussi de payer mon loyer, mes vacances, d'avoir accès à de la bonne nourriture, etc. Donc, et pour moi, c'est ça un peu le succès, ou de réussir, c'est de pouvoir avoir une seule vie, mais que tu composes toi-même avec les bons éléments, en fait.
Oui, ouais, complètement. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a effectivement ce mythe de la vie pro, la vie perso, la personnalité au travail, la personnalité à la maison, alors que aujourd'hui, ce mythe est en train de tomber et on se rend vraiment compte que non, on est une seule et même personne avec ses forces, ses talents et on peut les déployer de manière différente au boulot comme à la maison. Donc pour revenir sur ce que tu disais, toi, c'est vraiment la question: qu'est-ce qui me ferait lever le matin? Qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ma passion? C'est vraiment ces questions-là que tu t'es posées pendant cette période de jachère, quoi. Ouais. Et après, je pense que je me suis aussi pas mal posé la question tu vois, des questions très existentielles comme le but de la vie. Et tu sais, j'avais lu un livre où une des questions que posait l'auteur, c'était imaginez-vous le jour de votre enterrement, où il y a tous vos proches et tous les gens qui vous ont connus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils se disent? Et en fait, c'est intéressant parce que après, j'ai posé cette question à pas mal d'amis et je me rends compte qu'on a tous des réponses très différentes. Mais en fait, c'est une bonne façon de te poser la question du but dans ta vie. Et en fait, tu vois, j'ai des amis qui vont me dire, bah moi, ce qui est important qu'ils disent, c'est, elle a toujours été là pour nous. Et donc, tu sais que tu vas passer beaucoup plus de temps à t'occuper de tes proches et que c'est peut-être ça, en fait, qui va t'animer au quotidien, c'est de te dire, j'ai une vie qui me permet d'être là pour mes amis, pour ma famille, etc. Moi, je sais que la réponse que j'avais, c'est j'avais envie qu'ils se disent elle a changé quelque chose. Et tu vois un peu cette idée de laisser une trace ou d'avoir un impact et de se dire bah grâce à elle avant et après ça a changé. Et donc vraiment l'idée de se dire bah j'ai envie de faire une différence. Et du coup après j'ai vraiment suivi cette idée en me disant comment est-ce que si le gaspillage alimentaire m'intéresse et que ce qui m'intéresse c'est faire une différence, comment est-ce que j'arrive à faire un projet qui répond à ces deux objectifs? Ouais. Ouais, passionnant. Ouais, c'est la nécrologie, c'est un puissant exercice aussi. Moi, je l'ai fait, je le relis souvent. J'aime trop cet exercice de se dire, ok, est-ce qu'en fait la vie que tu prends, est-ce que les choix que tu es en train de faire te mènent vers vraiment ce qui compte pour toi, quoi. C'est ça. Mais encore faut-il se poser la question de qu'est-ce qui compte pour moi. Et en fait, c'est vrai que on se la pose très peu et que dans tout le parcours éducatif, en fait, on se pose pas la question de où est-ce que j'ai envie d'aller. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai enchaîné en fait les étapes et tu arrives à 21 ans, 22 ans, tu te retrouves dans un grand groupe et jamais tu t'es posé la question de en fait qu'est-ce qui m'intéresse vraiment. Et je pense que c'est essentiel de se la poser le plus tôt possible et surtout de se la répéter parce qu'en fait, ça peut changer aussi tous les ans et il faut être sûr qu'on est toujours en accord avec soi-même. Complètement. Et si on revient sur Too Good To Go, en quelques... Enfin voilà, rapidement, si tu peux nous dire combien est-ce que vous êtes déjà et aussi comment est-ce que vous êtes organisé au sein de l'entreprise? Ouais. Alors, donc aujourd'hui, comme je disais, Too Good To Go est présent dans 14 pays. On a lancé la Suède hier, donc on était hyper contents. 14 pays européens. L'idée cette année aussi, le gros challenge, si l'actualité le rend possible, ce sera de lancer les États-Unis et d'aller vraiment avoir un impact là-bas. Et c'est vrai que chez Too Good To Go, on s'est développé très très vite, donc avec 14 bureaux, un dans chaque pays. La France est le plus gros pays, on est 85 aujourd'hui, et sur tous les pays, on est un peu plus de 600. Donc finalement, en 4 ans, on s'est développé hyper vite, mais c'est vrai qu'on a le bon juste milieu entre avoir des équipes un peu à taille humaine en local, donc dans les différents pays d'Europe, ce qui donne encore vraiment ce sentiment de famille. Tu vois, on fait beaucoup la fête ensemble, on partage vraiment des vies en fait, et pas juste des métiers. Et en même temps, d'avoir une vraie structure qui s'est bien développée avec des experts, puisqu'on a une équipe globale aussi, donc avec des experts qui vont soutenir les pays et en même temps un mix de culture locale qui est hyper intéressant, mais avec une culture d'entreprise qu'on retrouve vraiment dans toutes les équipes et qui est très forte et dans laquelle on a beaucoup investi en fait et qui est vraiment très présente au quotidien et dans la vie de tous les jours. Bah justement, raconte-nous un peu comment tu définirais cette culture justement d'entreprise, qu'est-ce qui vous anime tous et peut-être toi-même, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans cette culture Too Good To Go? Ouais. C'est vrai que donc Too Good To Go, quand on a lancé un peu juste parce que ça faisait sens, tu vois, sans avoir l'idée de se dire on va construire une entreprise avec des centaines d'employés, avec des bureaux. Enfin, tu vois, c'était vraiment très on y croit donc on y va, mais sans se poser trop de questions. Et en fait, finalement, on a eu énormément de traction à la fois du côté des commerçants qui avaient vraiment besoin d'une solution pour réduire le gaspillage, mais aussi du côté des utilisateurs qui étaient très contents en fait d'avoir cette solution gagnant-gagnant
qui est à la fois un vrai geste pour la planète et pour l'environnement, mais aussi quelque chose d'intéressant. Et donc en fait, ça allait très très vite et donc très rapidement, on a commencé à recruter beaucoup de gens et finalement, tu vois, être plus de 600 au bout de 4 ans, c'était hyper important pour moi dès le début qu'on reste fidèle à qui on est. Et du coup, on s'est beaucoup posé la question de qui on est, mais aussi quel est notre ADN et quelles sont nos valeurs qu'on a envie d'exprimer au quotidien et selon lesquelles on a envie de recruter les prochains Waste Warriors, donc les guerriers de l'anti-gaspi, qui est la façon dont on appelle nos employés chez Too Good To Go. Et du coup, donc cet ADN, on l'a aussi fait évoluer, mais très rapidement, en fait, on l'a posé par écrit avec des valeurs très claires qui nous permettaient de screener en entretien aussi. Donc elles ont évolué au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de combattre ensemble, avec cette idée de one team qui est hyper important pour nous et d'être soudés les uns avec les autres. C'est aussi l'idée de toujours aller plus loin que les attentes. Je te les traduis en français parce qu'elles sont en anglais. Donc vraiment l'idée d'atteindre des sommets, un peu sky is the limit, etc. Il y a l'idée de simplicité aussi qui est très important pour nous. On s'attaque à un problème compliqué, on a l'ambition de le résoudre de façon simple, tu vois, avec une appli que tout le monde comprend, parce qu'en fait, juste le gaspillage, ça fait pas sens. Et donc c'est hyper important de garder cette simplicité dans notre discours. Ensuite, il y a l'idée aussi de vraiment laisser quelque chose derrière nous et d'avoir un impact sur la planète et en fait cet engagement et cette passion qu'on a eu depuis les premiers jours, c'est vraiment ce qui fait la force de Too Good To Go. C'est le fait qu'on recrute personne pour qui le gaspillage alimentaire c'est pas important en fait. Et tu vois, on se challenge vachement les uns les autres aussi sur il y en a plusieurs qui, quand ils commencent chez Too Good To Go, ils ont un scooter et au bout de 6 mois tu sais pas trop pourquoi, mais ils volent le scooter et ils passent au vélo électrique par exemple. Et tu vois, on apporte tout le temps tous notre Tupperware en verre. Il y en a qui font des ateliers lessives entre midi et deux. Enfin, il y a quand même cette atmosphère très écolo qui fait vraiment partie de notre quotidien. Et du coup, on s'inspire les uns les autres et ça, c'est hyper puissant aussi. Et la dernière valeur, en anglais, c'est we care, avec l'idée de faire attention les uns aux autres, mais aussi de faire attention à ce qu'on fait, d'avoir envie de faire les choses de la bonne façon en fait, et de toujours se poser la question de c'est pas parce que tous les autres font comme ça que nous on a envie de faire comme ça. On a envie de faire des choses qui font sens. Et c'est vrai que ça, on le retrouve beaucoup, en fait, dans les gens qui postulent chez Too Good To Go. Des gens qui ont envie d'aligner leurs valeurs personnelles à ce qu'ils font dans le travail au quotidien. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'était aussi quelque chose de très important. Et du coup, ouais, tu me posais la question de qu'est-ce qui compte pour moi au quotidien. C'est vrai que moi, je pense que ce qui m'éclate le plus dans la construction d'une aventure comme Too Good To Go, c'est deux choses. C'est bien sûr l'impact. Et tu vas me dire que tous les jours, on sauve plus de 100 000 repas de la poubelle et que t'imagines dans 14 pays en Europe des 100 000 personnes qui vont récupérer leur petit panier Too Good To Go. Et si tu mets tous ces repas bout à bout dans une salle, ça commence à être juste énorme l'impact qu'on peut avoir. Donc ça, c'est sûr que ça me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, on a plus de 12 millions d'utilisateurs en Europe. Et donc, on peut vraiment avoir un impact sur le changement des mentalités. Et c'est vrai que chez Too Good To Go, on parle beaucoup de ça. C'est génial le nombre de repas qu'on sauve de manière concrète au quotidien, mais comment est-ce qu'on s'arrête pas là et qu'on va bien plus loin en inspirant et en engageant les gens dans un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est vrai que ça me satisfait beaucoup, on va dire, de pouvoir avoir un vrai impact descriptible. Mais aussi, je pense que au quotidien, ce qui m'anime, c'est vraiment l'équipe. Et c'est de se dire, on réunit un groupe de personnes incroyables qui va se dépasser, qui va grandir au sein d'une aventure qui est humaine avant tout, et qui fait qu'on a envie qu'on peut aussi penser un peu le monde du travail de demain et pas se dire que c'est un truc qui épuise ou à 60 ans t'as juste qu'une envie, c'est de prendre ta retraite et si on te parle de rajouter 1 an ou 2 c'est une catastrophe mais plutôt de se dire en fait à travers ton travail tu vas toi grandir personnellement, tu vas rencontrer des gens qui vont devenir tes amis et tu vas vraiment d'utiliser le monde de l'entreprise comme un catalyseur des individus dans une société. Donc le contraire. Ça, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup et du coup, on passe beaucoup de temps là-dessus chez Too Good To Go et que c'est très intéressant aussi parce que c'est pas facile, c'est clair. Et il y a plein de ratés d'ailleurs chez Too Good To Go. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ces ratés, on les identifie comme des ratés et qu'on puisse corriger. Et d'où l'importance d'annoncer les valeurs très clairement à l'ensemble de la boîte pour qu'on puisse tous se challenger et s'assurer qu'on reste fidèle à nous-mêmes.
Ouais, et c'est très en lien aussi avec la valeur du care, we care, et j'adore cette valeur-là. J'avais vu justement, tu vois, récemment une interview de Kanye West, donc qui a fait tout un parcours un peu initiatique aujourd'hui, c'est-à-dire qui s'est reconverti sur dans le christianisme. Et donc l'intervieweur lui dit un truc du style oh, ok, you don't care. Et là il répond I care about everything. Et je trouve que c'est tellement puissant de dire que oui, en fait, tu te soucies de tout et de chaque détail et de chaque petite chose parce que c'est dans sa philosophie, et donc bon voilà, c'est très en lien avec des valeurs humanistes, et du coup prendre soin des gens, comme tu le dis, je trouve que ça fait, enfin c'est vachement aligné quoi. Et donc justement, pour venir à toutes ces valeurs, donc tu peux nous les réénumérer rapidement. Donc il y a je vais faire en anglais. Vas-y, ouais. Donc la première c'est we fight together, la deuxième c'est we raise the bar, la troisième c'est we keep it simple, la quatrième, c'est We Build a Legacy. Et la cinquième, c'est We Care. Génial. Et alors, est-ce que vous avez mis en place des rituels ou des routines pour les faire vivre justement ces valeurs? Ouais. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes sympas? Ouais. Bien sûr. Et après, notamment quand on a défini ces valeurs, on a beaucoup réfléchi et pareil, écrit sur le papier les comportements qui y correspondent en fait. Et tu vois, dans les revues de performance, dans le recrutement, on va vraiment inclure ces questions pour s'assurer que tous les Waste Warriors sont alignés sur ces valeurs, et que si par exemple on te dit bon après du coup ça fait des anglicismes à tout bout de champ, tu vois, vu qu'elles sont en anglais, mais on va dire ça c'est pas très raise the bar, tu vois, parce que on va considérer que le travail il a été fait mais que il n'est pas fait du mieux qu'on peut. Donc typiquement tu vois, c'est un peu se poser des questions quand on se dit est-ce que c'est assez raise the bar, c'est si tu avais ressources illimitées, temps illimité, budget illimité, à quoi aurait ressemblé le produit final, tu vois. Qu'est-ce que t'aurais pu délivrer comme travail si tu avais toutes ces ressources. Et après, bien sûr, tu peux justifier oui, mais on va décider de faire un investissement plus faible ou de pas y passer autant de temps pour telle et telle raison. Mais souvent, ça va aussi te permettre d'éliminer des choses, parce qu'en fait, si tu dis que t'es pas prêt à mettre tout le temps et les ressources nécessaires, est-ce que c'est si essentiel que tu fasses ce projet? Et donc, notamment dans le We Keep It Simple, il y a aussi cette idée de dire non à beaucoup de choses. Et en fait, quand tu montes une boîte, t'as énormément d'idées géniales tout le temps qui arrivent, et c'est hyper important de faire le tri en fait, dans toutes ces idées, ouais, pour s'assurer que tu te retrouves pas en fait à faire plein de choses, mais de façon assez rapide, médiocre. Ça c'est très bien au début en fait, mais après au bout d'un moment, quand tu prends la place que Too Good To Go a prise dans le monde du gaspillage, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et nous aujourd'hui on se revendique vraiment comme l'autorité de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc quelque part, on se doit aussi de délivrer avec un certain niveau d'excellence sur les sujets qu'on fait. Et donc prendre moins, mais faire mieux, c'est hyper important. Le We Fight Together, c'est vraiment sur cette idée de déjà le fight. Tu vois, on est des waste warriors, et c'est vrai que ça fait vraiment partie du quotidien de Too Good To Go de se donner à fond, quoi. C'est vrai que tu rejoins pas Too Good To Go pour être tranquille et faire tu vois, faire des petites journées. C'est pas ce genre d'aventure, quoi. Et donc même si parce que because we care, on fait quand même attention, tu vois, à ce que tout le monde fasse d'autres choses, plutôt que de parler d'équilibre pro-perso, c'est plus s'assurer que tu as une vie saine en fait avec plusieurs activités. Mais c'est vrai que quand on fait quelque chose, on va avoir envie de le faire à fond et de le faire tous ensemble en fait. Et donc on parle beaucoup de, tu vois, dès qu'on lance une initiative dans un pays, on va se poser la question de est-ce que c'est une initiative qui bénéficierait aux autres pays, et s'assurer que du coup tu vois, la langue de l'entreprise c'est vraiment l'anglais. Donc tous les supports ça va être écrit en anglais, parce qu'on veut s'assurer que si quelqu'un fait une super présentation, ce soit très facile de l'envoyer à ses 15 homologues dans les autres pays. Donc des choses comme ça aussi qui sont importantes. Et après c'est vrai que le We Care et le We Fight Together, on l'a vraiment vu pendant cette période de Covid-19. Pour moi c'était un vrai test aussi pour notre culture, tu vois, de se dire comment est-ce que les gens tiennent en étant 2 mois à la maison tout seul, où tu te lèves tous les matins, et même si t'aimes ton travail, le faire tout seul derrière son ordi, c'est clairement autre chose que d'avoir l'énergie et l'émulsion qu'il peut y avoir au bureau. Donc on a vraiment mis pas mal de choses pour prendre soin les uns des autres. Soudainement aussi, c'était rigolo de se dire que on n'a plus juste les 80 collègues français. Soudainement, on a 600 collègues européens. Donc c'était vraiment aussi l'opportunité de rencontrer l'équipe espagnole, l'équipe italienne. On était censé avoir tous les ans, on fait un global meet-up où on fait que tous les pays se rencontrent dans une des villes européennes. Et du coup, ça, on a dû l'annuler aussi.
puisque on pouvait plus voyager, bien évidemment. Et donc, c'était un peu cette idée de se dire, en fait, on peut vraiment en profiter pour avoir des relations plus one-to-one via une vidéo, mais quand même de se rencontrer les uns les autres. Tu vois, notamment pour nos collègues italiens et espagnols, qui sont ceux qui ont le plus souffert de cette période, parce que leur confinement est encore plus dur que le nôtre en France. Il y a eu plein de love qui a été envoyé virtuellement d'une équipe à l'autre, avec des gens qui ont fait des vidéos, etc. Et c'était super sympa. Et puis on avait un petit questionnaire aussi qui était envoyé à l'équipe chaque semaine pour savoir comment va la charge de travail, comment va l'énergie et le moral. Et puis on s'assurait que dès qu'il y en avait un, tu vois, qui était en dessous de 3 sur 5, il y avait une personne de l'équipe de management qui allait l'appeler, on allait lui renvoyer, on a fait des Corona Buddy aussi, où on envoyait chaque semaine, tu devais prendre soin d'une personne en fait, et tu devais à la fin de la semaine, l'autre devait avoir découvert qui était son ange gardien pendant la semaine. Enfin, donc il y a eu pas mal de choses, et en fait moi je dirais que on ressort en tant qu'entreprise avec une culture encore plus forte qu'en rentrant dans Corona. Donc là on commence à réouvrir les bureaux, donc ça fait plaisir de se retrouver, mais c'est vrai que du coup on s'est rendu compte que c'était aussi possible de garder une culture très forte en étant à distance. Donc, c'est une super nouvelle. Et qu'est-ce que vous allez, suite à cette période-là, qu'est-ce que vous allez justement changer, mettre en place? Quelles évolutions humaines ou managériales est-ce que toi, tu as envie de voir au sein de l'entreprise? C'est des sujets qui sont très intéressants. On y réfléchit beaucoup en ce moment. Alors clairement, le télétravail et bosser depuis la maison, je pense que ça va être un nouveau monde qui va s'ouvrir. Facebook a annoncé que 50% de ses employés dans le futur seront sûrement en remote. Donc c'est quand même des grosses tendances qui commencent à se dégager. Nous, on a des super bureaux. On a emménagé 2 semaines avant le début du confinement. Donc on était en même temps à la fois un peu triste. Mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui ont réalisé que travailler depuis chez eux, c'était tout aussi bénéfique pour leur travail. Donc à voir si effectivement, nous on a toujours été très flexibles en termes de télétravail. Mais je pense que dans le futur, effectivement, il y aura encore plus de gens qui feront du télétravail de manière plus récurrente. Et après, effectivement, tu vois, moi, j'ai toujours assez culpabilisé de prendre l'avion beaucoup pour aller visiter les autres pays, voir à quel point est-ce qu'on peut limiter aussi ça. Nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les habitudes des Français et des citoyens du monde entier ont quand même beaucoup changé, et que souvent, elles ont changé vers le positif. Tu vois, il y a énormément de Français qui se sont remis derrière les fourneaux pendant le confinement. Et ça, pour nous, c'est essentiel parce que la grosse raison du gaspillage alimentaire, c'est que les gens ne prennent pas le temps pour leur alimentation, mais aussi ils ont pas conscience de la valeur de l'alimentation. Et en fait, on achète des trucs pas chers, on les jette beaucoup plus facilement. Et en fait, si tu as passé 1 heure à cuisiner ta tarte aux poireaux, tu vas t'assurer que tu vas pas jeter la moitié de la tarte parce que tu y auras mis du temps et de l'investissement. Et du coup, pour nous, c'est vraiment une super nouvelle pour changer les habitudes et réduire le gaspillage alimentaire. Donc c'est vrai que là, la mission qu'on se donne avec Too Good To Go, c'est un peu de soutenir ces nouvelles habitudes et de s'assurer qu'elles perdurent de manière, de façon long terme, parce que ça nous permettra aussi d'accomplir notre mission de réduction du gaspillage alimentaire. Complètement. Oui, absolument. On parlait tout à l'heure des Corona Buddies que vous aviez mis en place, donc avec un manager qui était en charge de prendre soin de quelqu'un d'autre dans son équipe. Donc ça, c'est top pour certaines entreprises. En revanche, le télétravail, ça a mis en lumière les failles du management traditionnel. Parce que voilà, on appelle très souvent, on flique beaucoup, donc il y a aussi ce côté plus sombre du management à distance. Quel est selon toi le rôle idéal d'un manager et comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que vous l'avez défini, peut-être vous qui avez passé du temps justement à travailler sur cette culture, comment est-ce que vous voyez vos managers dans l'entreprise? Ouais. Alors c'est vrai, que le télétravail, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi plein de points négatifs. Nous, on a la chance notamment d'avoir, la chance, je sais pas, mais en tout cas, il y a peu d'employés qui ont des enfants aujourd'hui, puisque l'âge moyen, c'est 28 ans chez Too Good To Go. Donc, on est quand même une équipe assez jeune. Donc, ça rend les choses plus faciles. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont la chance aussi de pouvoir être dans des endroits agréables pour faire leur confinement. Et donc, du coup, c'était quand même bien plus facile. Et je sais que pour certaines personnes, c'est bien plus compliqué. Donc c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de chance là-dessus. Nous, le rôle des managers, effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qu'on conclura jamais, je pense, parce que ils posent toujours des questions et en fait, Too Good To Go se développant si vite,
ça implique de toujours repenser le rôle du manager. Et en fait, plus on rajoute de layers dans l'organisation, plus il faut penser à comment est-ce que on utilise les managers au mieux. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on garde la hiérarchie la plus plate possible. Comment est-ce que on n'a pas besoin forcément d'une hiérarchie décisionnelle, mais plutôt d'une hiérarchie structurelle. C'est-à-dire que pour moi, il faut que chacun soit très clair sur son périmètre de décision. Mais en fait, chacun a clairement un périmètre de décision et un périmètre de responsabilité. Et ça, c'est très important pour moi dans une boîte qui se développe si vite, avec une si forte ambition de créer un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il faut pas que toutes les décisions aient à passer par moi, ou que à chaque fois, en fait, plus t'es haut dans la hiérarchie, plus tu deviens un bottleneck de la prise de décision et de l'avancée de l'entreprise. Mais au contraire, il faut que tout le monde avance. Oui, un goulot d'étranglement. Ouais, que tout le monde avance de face et que chacun sache quelle est sa sphère de responsabilité. Et donc, on a beaucoup bossé là-dessus, sur le rôle et la responsabilité de chacun, et sur qui est le décisionnaire à chaque décision. Et en fait, que ce décisionnaire, ce soit moi sur mes sujets, mais que sur des sujets peut-être beaucoup plus opérationnels, il faut surtout pas que ce soit moi, en fait. Et moi, je peux apporter un input, mais à la fin, je dirais toujours, quand on vient me solliciter, je vais leur dire, voilà, moi, c'est ce que je pense, mais c'est ta décision. Et en fait, le fait de responsabiliser comme ça chacun des Waste Warriors, ça leur permet que si c'est un succès, c'est clairement leur succès et c'est leur reconnaissance, et tout le monde va leur en donner. Et si c'est un échec, c'est aussi leur responsabilité de résoudre cet échec. Et nous, on donne beaucoup de place aux erreurs, tant que c'est des erreurs qui te permettent d'en apprendre et d'en ressortir grandi, en fait. Et dans ce cas-là, c'est plutôt positif de faire des erreurs. Donc ça, c'est un point quand même plus qui est hyper important en termes de vraiment distinguer la hiérarchie structurelle qui permet une communication et de fonctionner le mieux les uns avec les autres, et la hiérarchie décisionnelle qui, pour le coup, doit rester la plus plate possible. Et donc, du coup, sur le rôle des managers, nous, on parle surtout de leaders aussi, parce que pour moi, ils ont vraiment un rôle d'inspirer leurs équipes, en fait. Et la mission de Too Good To Go, c'est inspirer et engager tout le monde dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ben, c'est un peu pareil pour un manager, en fait. C'est vraiment comment est-ce que tu inspires et que tu engages tes équipes. Donc, comment est-ce que tu t'assures que l'objectif et la mission soient la plus claire possible et qu'elles soient toujours alignées avec notre objectif de réduction du gaspillage alimentaire, et comment est-ce que tu les engages à mettre en place à réaliser cette mission, en fait. Et encore une fois, en distinguant bien les rôles et responsabilités de chacun. Et donc pour moi, les leaders, c'est un peu des chefs d'orchestre de leur équipe. Ça veut surtout pas dire que c'est eux qui doivent être le plus experts sur chaque sujet. En général, au contraire, c'est pas des experts. C'est plutôt des coordinateurs qui vont s'assurer que tous les experts peuvent travailler le mieux possible ensemble et que cette équipe, elle avance tous dans la même direction. Donc pour moi, c'est un peu montrer la vision, donner la direction du groupe, et ensuite s'assurer que chacun ait les clés pour y arriver au mieux, en fait. Ouais, ok. Et est-ce que tu peux nous raconter, donc là, plus à titre perso, ce que toi, tu as vécu en termes de management, peut-être quel est le meilleur moment que tu aies vécu en tant que manager? C'est compliqué, ça. Moi, j'adore le rôle de manager. Pour moi, c'est un rôle qui est hyper intéressant, compliqué, notamment dans sa relation avec les autres, parce qu'en fait, quand on est en relation avec des gens et que on se retrouve à avoir un statut hiérarchique, finalement, la relation, elle est biaisée assez naturellement. Ce qui m'a beaucoup gênée, en fait, au début. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de commencer avec des bénévoles qui ont décidé d'aider Too Good To Go de leur plein gré quand je pouvais pas les payer et rien leur offrir. Et du coup, en fait, on n'avait pas du tout une relation de employeur-employé, on avait vraiment une relation de potes, on monte un projet auquel on croit tous, personne n'est payé, mais c'est pas très grave, et on verra bien où ça nous emmène. Et en fait, au bout d'un moment, on est passé sur une relation employeur-employé. Et moi, j'ai ma meilleure pote aujourd'hui, c'est la première employée de Too Good To Go. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu commences en fait à rémunérer les gens, quelque part la relation change. Et de la même manière, en tant qu'employeur, tu as accès à des informations qui doivent rester, qui sont pas forcément, que tu peux pas forcément partager à tout le monde. Et du coup, en fait, on a passé beaucoup de temps, notamment avec Camille, qui est à la fois ma meilleure pote et la première employée de Too Good To Go, à séparer le pro et le perso.
là, est-ce que je te dis ça de Lucie à Camille ou est-ce que je te dis ça de l'employeur à l'employé? Et donc, il y a plein de choses en fait qu'on a arrêté de se dire en réussissant à distinguer bien les deux. Et donc, mais c'est vrai que les débuts, quand je pense qu'on était 8, la première fois que j'ai ressenti que potentiellement, si j'arrivais dans le groupe, les discussions allaient changer. Et ça, moi, je l'ai pris très personnellement et c'est très dur pour moi d'accepter que mon équipe, mes amis, n'allaient pas me parler de la même manière, juste parce qu'effectivement, j'étais aussi leur employeur. Et donc ça, c'était compliqué. Donc c'était plutôt c'est une des choses que je trouve difficiles dans le métier de manager. Après, je pense que les meilleurs moments, c'est quand tu vois les gens progresser autour de toi et devenir meilleurs dans ce qu'ils font et être bien, quoi. En fait, quand ils arrivent au bureau avec le sourire, et on a beaucoup la culture des feedbacks chez Too Good To Go. Donc les feedbacks, c'est à la fois des feedbacks constructifs qui t'aident à grandir, mais c'est aussi juste le fait de faire des feedbacks positifs. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui vient te voir en disant est-ce que tu as 5 minutes et qui te dit juste je voulais te dire je suis hyper heureux dans ce que je fais au quotidien et en vrai j'arrive vraiment à être la même personne à la maison et au bureau et j'ai jamais eu ça dans aucune de mes autres boîtes et je suis trop contente de venir et j'apprends énormément de choses. Bah c'est juste le rêve absolu, quoi, parce que c'est dire que tu arrives à mettre ça en place et que les gens sont contents et reconnaissants de la vie qu'ils ont grâce à leur travail, c'est le Graal, quoi, pour un manager. C'est clair. Et ok, donc j'allais te poser la question du pire moment, donc tu as un peu répondu le pire moment, enfin ou en tout cas c'est ce moment voilà difficile de un peu tu rémunères les personnes, tu les emploies, il y a un côté contractuel qui vient s'immiscer dans le. En fait, c'est vraiment, tu sais, ce dont on parle pas mal en ce moment avec les freelances et tout, mais ce principe de subordination. Et en fait, par définition, en fait, quand il y a un subordonné, bah c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une relation d'égal à égal. Alors que effectivement, quand tu rencontres quelqu'un dans une amitié, c'est justement l'importance de cette relation d'égal à égal. Donc du coup, pour moi, accepter de pas pouvoir être totalement naturel, pouvoir dire tout ce qui me passe par la tête, et être très spontané, ce qui est quand même une vraie caractéristique pour moi. C'est vrai que c'est un peu une épreuve du quotidien, un peu. Ok. Justement, peut-être une des pistes, c'est aussi voilà, que chacun soit à sa place et en tout cas, voilà, soit exerce son potentiel à fond. Justement, je voulais te poser cette question de quelle serait ta définition du talent pour toi? Est-ce que tu penses que tout le monde a un talent? Oui, je pense qu'on a tous des talents. La question, c'est est-ce que tu les utilises au quotidien, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est aussi quelque chose que j'aime vachement dans mon métier aujourd'hui, c'est le fait de s'assurer que les bonnes personnes sont aux bonnes places. Et en fait, c'est très intéressant de voir à quel point quelqu'un d'incroyable dans une tâche peut être complètement nul dans l'autre, et à quel point en fait la connaissance de soi-même c'est essentiel. Et c'est pour ça moi j'ai passé beaucoup de temps sur les MBTI, les tests de personnalité, et essayer de comprendre un peu comment chacun fonctionne. C'est très intéressant et c'est notamment un des rôles du manager aussi. En fait, tu manages pas une équipe de 6 personnes de la même manière. En fait, chaque personne va avoir besoin d'un accompagnement différent. Et tu vois, même moi, dans les one-to-one, par exemple, que je vais faire, il y en a ça va être 2 fois par semaine, d'autres, ça va être 1 fois par mois. Et en fait, chacun a besoin d'un accompagnement différent, et aussi en fonction des moments qu'ils sont en train de traverser. Et quand tu mets quelqu'un dans une position où tu sais qu'il coche 8 cases sur 10, mais qu'il y a 2 cases qui sont très importantes, où il se sent pas du tout à l'aise, bah, en fait, si tu décides de quand même le mettre sur cette tâche, assure-toi qu'il est très accompagné sur les 2 cases parce qu'il va pas être à l'aise. Et en fait, pouvoir s'assurer que tout le monde a un niveau de confiance en soi qui est suffisant pour pouvoir s'exprimer au mieux, c'est hyper important. Et souvent, et moi je l'ai beaucoup vu chez Too Good To Go, t'as quelqu'un qui est vraiment qui y arrive pas du tout et où tu te demandes même est-ce qu'il a encore sa place dans l'entreprise, et en fait tu trouves le bon poste pour cette personne, et là c'est quelqu'un qui performe de manière incroyable et où tu te dis cette personne est hyper talentueuse. Et c'est vrai que du coup, moi à chaque fois que ça se passe pas bien, que ce soit moi le manager ou pas, je vais toujours me remettre en question ou dire au manager de se remettre en question, parce que ça va dans les 2 sens en fait. Et c'est vraiment au manager de s'assurer que son équipe performe,
pas en étant plus strict ou en mettant plus la pression, mais en s'assurant que chacun, encore une fois, a les clés pour réussir. Et notamment, une des clés essentielles, c'est d'être au bon endroit pour soi. Et voilà. Et après, quand il se passe que il y a plus forcément d'endroit pour toi dans l'entreprise, bah dans ce cas-là, il faut ça. C'est gagnant aussi de se séparer de la personne, parce que ça sert à rien de s'accrocher à un rôle qui est pas bon pour toi en fait. Donc s'il y en a pas d'autres, souvent il y en a beaucoup chez Too Good To Go, on arrive toujours à trouver une place parce que c'est une entreprise qui se développe très très vite avec beaucoup de choses différentes. Mais il est arrivé quelquefois que nos talents d'antan ne trouvent plus leur place dans la nouvelle Too Good To Go qui est en train qui se reconstruit un peu tous les mois. Et donc du coup on a dû s'en séparer. Mais après c'est comment est-ce que tu accompagnes les collaborateurs vers la sortie et que tu t'assures que ces talents-là ils vont trouver chaussures à leurs pieds ailleurs. Et c'est vrai qu'on a gardé des super relations avec tous nos anciens qui ont toujours une place très importante dans l'entreprise parce que pour moi ça a été vraiment les piliers du début. Et donc ils sont invités à toutes les soirées Too Good To Go. Ils viennent pour déjeuner et là on a même une stagiaire récemment qui était en stage il y a 18 mois en stage de fin d'études. Elle est partie faire son expérience entrepreneuriale, elle a eu une autre activité et elle est revenue chez Too Good To Go et ça fait trop plaisir d'avoir les anciens qui reviennent après avoir fait un détour par d'autres parcours et qui reviennent à un poste qui leur convient aujourd'hui. Trop cool. Bah ouais, amen à tout ce que tu dis. Je trouve, tu prêches bien sûr une convaincue, mais au-delà de ça, c'est hyper inspirant de voir que, bah voilà, ça, tu le mets en pratique au quotidien, à grande échelle et à un niveau international. Donc c'est vraiment ultra inspirant. Donc merci Lucie pour ça. Comment est-ce que toi tu vois justement l'entreprise idéale de demain? Bah, c'est un peu ce que je disais, mais c'est une entreprise où t'as pas l'impression de rentrer dans une cellule, tu vois, dans une boîte quand tu y vas, et une entreprise qui te permet de te développer toi personnellement et qui, au lieu de te dire rentre dans cette case, te pose la question de quelle est la case la plus pertinente pour toi et pour le succès de l'entreprise. Et donc et tu vas de toujours chercher cette collaboration gagnant-gagnant entre l'employé et l'employeur, où en fait il n'y a pas de discussion sur des gens heureux, ils vont mieux travailler, et des gens qui travaillent mieux, bah, ça va permettre de développer une entreprise qui va pouvoir du coup rendre à ses employés encore davantage. Et c'est vrai que moi je compare beaucoup l'entreprise à l'école aussi, tu vois, du fait que pour moi aujourd'hui c'est des modèles qui sont pas assez centrés sur l'humain et qui du coup parfois peuvent plus abîmer que aider à développer positivement. Et donc souvent on me demande qu'est-ce que je ferais après Too Good To Go, et je dis souvent que l'éducation c'est un endroit qui m'intéresse énormément parce que je pense que il y a un peu tout à refaire quand même, et qu'aujourd'hui notre système éducatif il est un peu archaïque et que il aide pas les gens à comprendre qui ils sont et à être en alignement avec eux-mêmes. Et en fait souvent je me dis mais en fait est-ce que l'entreprise c'est pas aussi l'opportunité de le faire de façon incroyable? Ça arrive peut-être un peu trop tard, mais pour moi c'est un peu ça, c'est que l'entreprise prenne le relais de l'école sur le développement des individus pour toute leur vie d'adulte en fait. Et donc, mais en même temps, du coup, c'est une responsabilité assez énorme que tu as sur les épaules en tant qu'employeur. De la même manière que quand tu deviens parent, tu as quand même une responsabilité énorme sur le devenir de tes enfants. Bah là, c'est un peu la même chose. Je dis souvent que j'ai beaucoup trop d'enfants, beaucoup trop tôt. Mais en même temps, c'est une opportunité incroyable de pouvoir impacter la vie des gens de manière positive. Je pense qu'on le voit, tu vois, assez naturellement. C'est vrai que les entreprises, la notion d'humain dans l'entreprise devient de plus en plus présente. Moi, j'ai vraiment du mal à parler de ressources humaines, tu vois, parce que l'humain, c'est pas une ressource, c'est juste l'entreprise en elle-même, en fait. C'est un groupement d'humains qui bossent ensemble vers le même objectif. C'est vrai que quand j'en parle à nos partenaires, notamment, tu vois, Carrefour, Casino, Auchan, enfin des gros mastodontes comme ça, c'est vrai qu'une des premières questions que je pose, c'est quoi la mission de votre entreprise, en fait. Je pense que une fois que tu as défini ta mission, c'est beaucoup plus facile d'aligner tous les collaborateurs vers cette mission. Et en fait, s'ils sont alignés derrière cette mission, bah, tout le monde va penser de manière beaucoup plus intelligente, parce qu'ils vont juste se demander comment est-ce que moi, de mon poste, de mon expertise, je peux contribuer à l'accomplissement de cette mission. Et du coup, en fait, ça facilite tout si on est clair sur l'objectif de tout le monde. Complètement.
Ouais, je te rejoins aussi parfaitement sur le côté entreprise, l'entreprise qui est cette deuxième école en fait, cette deuxième école de la vie. Et j'en parlais justement, c'est une des questions que j'ai posées à Frédéric Laloux qui a écrit le bouquin Reinventing Organizations. Yes. Exactement. Et donc je lui posais cette question et il me dit oui, c'est clair, même en fait l'entreprise au même titre que l'école, il y a des jalousies dans le sens positif et dans le sens négatif parce qu'il y a aussi cette école dure de la vie où tu te prends des coups et elle est hyper difficile quoi. Et donc on avait cette discussion là et donc je te rejoins complètement. J'ai de la chance d'avoir pu interviewer Frédéric Laloux. C'est un peu c'est un peu le gourou de l'entreprise. Ouais, il est très rare et il m'a fait cet honneur-là. Donc, j'ai adoré. Mais je t'enverrai notre conversation. Je pense que ça te plaira. Je suis honorée de passer après lui. Ah. Écoute, peut-être avant de terminer et de passer sur les questions fixes qui sont un peu les rituels au niveau du podcast, dernière question là-dessus, c'est quelle est la place de l'intuition dans ton quotidien d'entrepreneur? C'est une bonne question. C'est très, très élevé. Moi, je fais beaucoup de choses je donne beaucoup de place à l'émotionnel, dans mes décisions. Je suis très impulsive aussi. Ce qui est, je pense, vraiment une force au début, quand tu commences et que tu fais beaucoup de choses au feeling, en fait. Et puis qui, quand la structure grandit de plus en plus, peut devenir un risque ou, une faiblesse en fait. Et moi c'est vrai que j'ai vraiment eu ce pivot un peu dans ma façon de fonctionner où au bout d'un moment je me suis rendu compte que quand derrière tu as une structure qui commence à être importante avec et le fait que tes décisions impactent le quotidien de beaucoup de personnes, où il faut faire attention à ça justement, et avoir des décisions, de rajouter beaucoup plus de rationnel dans tes décisions en te posant vraiment la question, parce que pour moi l'intuition c'est très important et assez essentiel, mais c'est vrai que le fait de réagir sur ses intuitions, ça implique aussi le fait de pouvoir changer d'avis assez facilement. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup fait, je teste quelque chose parce que je pense que ça va marcher. Si ça marche pas, je corrige derrière, et du coup de faire vachement du test and learn et de laisser beaucoup de place aux erreurs. Et en fait, ça marche moins bien dans une organisation qui est beaucoup plus importante. Et donc c'est important d'écouter ses intuitions, mais de les questionner un peu plus quand même, en se disant pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne raison, une bonne façon de faire. Et du coup, c'est un peu plus lent en termes de prise de décision, mais c'est essentiel quand même parce que de rajouter du rationnel, parce que derrière les décisions deviennent plus le fait de faire la bonne décision est de plus en plus important quand tu te développes. Donc naturellement beaucoup de place à l'intuition, mais dans mon rôle aujourd'hui, j'essaye de moins en moins. Allez, on va passer aux questions rapides de la fin. J'en ai 3. Donc, quelle est la leçon que tu as mis le plus de temps à apprendre? Je dirais que c'est un peu ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que quand t'es manager, t'as une position un petit peu différente à prendre. Moi, je suis très très extravertie et du coup je dis beaucoup de choses en réfléchissant. Tu vois, je réfléchis à voix haute, et en fait comprendre que quand je dis quelque chose aujourd'hui, ça va être pris différemment que si quelqu'un d'autre le dit dans la salle. Ça en fait il faut le prendre en compte, et du coup peut-être le dire un peu différemment. Tu vois, de la même manière, si je fais un feedback à quelqu'un, il va potentiellement y donner encore plus d'importance que si un de ses collègues lui fait. Et du coup, tu vois, le fait de comprendre que ta position, même si toi, tu sais, il y a toujours le syndrome de l'imposteur, et même si toi, tu te dis, je suis juste une parmi vous tous, en fait, c'est vrai que le fait d'être à la tête d'une entreprise, ça implique, en fait, les gens vont te voir différemment de qui toi, tu te sens être. Et du coup, il faut penser un peu plus à la façon dont tu dis les choses, et réfléchir, et être sûr que quand tu dis quelque chose, c'est vraiment ce qui correspond à ce que tu penses, etc. Donc je pense que ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, à l'accepter, et à du coup changer en fonction de ça, quoi. Mais c'est un exercice qui est intéressant, mais qui du coup change un peu de
ma façon très naturelle et impulsive de faire les choses. Oui, aller dans la justesse des mots presque et toujours te... Ouais, ok, je vois. Que crois-tu avec certitude? C'est peut-être un peu bateau, mais moi je pense vraiment au fait que quand les gens sont en alignement avec eux-mêmes, ça devient des superstars en fait. Et tu vois, le fait de se dire vraiment de passer du temps sur savoir qui tu es et ensuite mettre tes actions, enfin faire que ce à quoi tu passes ton temps et ton quotidien et en adhésion avec qui tu es et avec là où t'es bon. Ça, en fait, je l'ai vu fonctionner tellement de fois que tu vois, quand les gens sont en alignement avec eux-mêmes, ils sont tellement plus heureux, tellement plus performants, tellement plus tout, que je pense que c'est essentiel qu'on passe tous beaucoup plus de temps là-dessus. Et de vraiment, ma grand-mère disait tout le temps, quand je regarde dans le miroir, je vois ma meilleure amie. Et tu vois, l'idée de se dire qu'en fait, ta vie, tu vas la passer avec toi-même, et donc t'as quand même intérêt à passer du temps à te connaître, t'aimer, prendre soin de toi, etc., parce qu'en fait, au final, quels que soient les gens qui t'entourent, ça peut toujours être plus ou moins éphémère, ou plus ou moins, tu vois, ça peut se terminer un jour, alors que être avec toi, t'es assez sûr que ça sera pour toujours. Ouais. Complète cette phrase. Le monde du travail a besoin. J'aurais dit de prendre sa responsabilité vis-à-vis de chacun d'entre nous. Tu vois, avec cette idée pour moi, les entreprises, elles doivent aux citoyens de leur apporter du développement personnel, en fait, et pas juste d'être dans le modèle capitaliste où il faut juste augmenter sa valorisation en bourse, mais plus vraiment de contribuer au développement personnel de chacun. Magnifique, Lucie, merci. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'ici, c'est que vous faites certainement partie des personnes qui, comme moi, comme Lucie, croient qu'il est possible de construire un monde du travail plus humaniste. Cette série sur le futur du travail touche bientôt à sa fin et je voulais vous remercier pour vos partages, vos messages, vos mots doux que je lis sur les réseaux sociaux. Avant de vous quitter, aujourd'hui j'ai donc 2 derniers messages pour vous. Le premier, c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn s'il vous a plu. Le deuxième, si vous êtes manager, entrepreneur, que vous voulez développer les talents de vos équipes, écrivez-moi sur LinkedIn. Nous lançons cet été une plateforme pour développer l'authenticité au travail et recherchons une centaine d'early adopters. Vous pourrez me retrouver sur LinkedIn avec mon nom et mon prénom, Anaïs Raux. Merci infiniment et je vous dis à vendredi pour le dernier épisode.